Merci de suivre ce nouveau journal sur RTI1. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres. Fin de mission en Côte d'Ivoire de l'ambassadeur du Niger. Moussa Aloua a fait hier ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le diplomate nigérien a salué l'excellence des relations entre Abidjan et Niamey. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche mal en point en raison d'une pénurie de poissons et de la pêche illégale. Des navires étrangers viennent en effet font des ravages en violation de toute règle. Alors comment mettre fin à ces fléaux? On en parle dans ce journal. Enfin, en Sierra Leone, l'annulation de la grâce accordée à un célèbre guérisseur condamné à mort pour un meurtre d'un animateur. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion, bien sûr, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, les adieux de l'ambassadeur de la République du Niger. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé hier une audience au diplomate Moussa Aloua. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. L'ambassadeur nigérien a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Niger. Le point dans ce reportage de Jérôme Kofi Abolin. L'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mardi en fin de matinée s'appelle Moussa Aloua. Il est l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan. Moussa Aloua est en fin de mission. Il est venu donner l'information au président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux. C'est pour le diplomate nigérien l'occasion de rappeler les relations combien exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Il s'est agi au cours de cette audience d'abord de présenter à M. le Président de la République, Alassane Ouattara, nos vœux de bonnes et heureuses années. Et comme nous sommes à la fin de notre mission, nous sommes venus lui témoigner toute notre reconnaissance, lui exprimer notre gratitude par rapport au soutien qu'il nous a apporté dans l'accomplissement de notre mission ici en Côte d'Ivoire. Et les relations entre Niamey et Abidjan sont des relations que vous constatez vous-même tous les jours. Nos chefs d'État sont en constante relation entre eux et les relations sont vraiment excellentes. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Le temps de sa mission sur le sol ivoirien, Moussa Aloua dit en être heureux au regard de l'accueil chaleureux des autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président Alassane Ouattara. Le diplomate nigérien quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 10 bonnes années. Dans l'actualité nationale aussi, ce séminaire de formation organisé par 3 institutions, dont l'Union européenne, la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung et l'organisation non gouvernementale pour la protection des droits de l'homme, l'APDH. Les travaux ont porté sur la gestion des finances publiques. Les explications dans ce reportage de Espérance Diakale et Franck Poidio. 30 participants venus des organisations de la société civile et les agents des services publics prennent part à un séminaire de formation sur le contrôle de la gestion des finances publiques. Ce projet consiste à accompagner l'État dans sa politique d'action en faveur de la bonne gouvernance. Le projet Finances publiques, notre affaire à tous, c'est de pouvoir amener les populations à s'intéresser aux questions financières, aux questions budgétaires. Parce que généralement, non seulement ils ne s'y intéressent pas, mais n'ont pas vraiment d'informations là-dessus. Très souvent, on se base sur des rumeurs disant qu'il y a de tels détournements et autres. Mais il est bien que la société civile puisse rechercher l'information vraie afin de pouvoir mener un contrôle citoyen de l'action publique. Contribuer au renforcement des mécanismes de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne dans la gestion des finances publiques,
des acteurs et partenaires de l'État, c'est l'une des missions de ce projet. La Fondation a lancé ce projet Finances publiques, notre affaire à tous, avec une somme d'environ 1 million d'euros pour accroître les capacités des acteurs de la société ivoirienne, mais aussi pour créer plus de communication entre les différents acteurs étatiques et de la société civile. Le projet Finances publiques, notre affaire à tous, qui a débuté au mois d'octobre 2021, compte s'achever en avril 2022 et va s'étendre dans 13 autres villes du pays après Abidjan. En Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche ne se porte malheureusement pas bien. La pêche ivoirienne fait face à une sérieuse pénurie de poissons et à un fléau bien plus grave, la pêche illégale. Des navires étrangers viennent en effet pêcher dans les eaux territoriales ivoiriennes et cela en violation de toute règle. Alors quelles sont les actions entreprises par le ministère des Ressources halieutiques pour mettre fin à ce phénomène? Pour en parler, Cheikh Koné. Ces cris d'encouragement sont devenus comme une hymne au désespoir pour ces pêcheurs. Depuis bientôt 3 ans, ils se donnent tant de peine pour finalement ressortir des filets quasi vides de la mer. Nous sommes à Maricha, une communauté d'environ 1000 habitants à quelques encablures du village d'Azuriti à Grand Bassam. Au lendemain de cette énième pêche infructueuse, le ton monte sur les épouses de pêcheurs. Ce matin encore, Marie ne décolère pas. Hier samedi, ils sont partis là, ils n'ont rien gagné. C'est ça seulement. C'est ça là seulement, ils ont gagné. La moisson de la veille est maigre, 6 poissons, dont un capitaine et 5 maquereaux. Le constat est frappant. Les grilles à fumer qui faisaient le plein de poissons il y a quelques années sont vides et entassées par dizaines. On a découragé, on ne sait pas comment faire. Ok, il y a beaucoup d'enfants. Pendant ce temps, sur le marché principal de Grand Bassam, la ville balnéaire, le poisson frais est absent des étals. Les rares commerçantes qui en vendent encore se contentent des alevins. Venez voir, 100 francs. Il n'y a pas gros poisson, on fait comment? Ça fait 5 ans comme ça, il n'y a même pas de poisson. Donc, ces poissons petits là, seulement, on gagne. Nombreuses sont les commerçantes de ce marché qui ont abandonné l'activité en raison de la pénurie. Celles qui résistent ont recours à une pratique peu recommandable appelée le poisson américain. Cette pratique consiste à recouvrir sciemment les poissons congelés avec du sable de mer pour donner l'illusion de poissons tout droit sortis de l'océan. On ne gagne pas poisson. Donc, en pays américain, on met sable dessus un peu, on voit, on gagne manger un peu, on mange. Ainsi, les clients moins vigilants n'y voient que du feu. La pêche illicite ou encore pêche INN, entendez pêche non déclarée ou non réglementée, des chalutiers étrangers sur les côtes ivoiriennes occasionnent en plus de la pénurie de poissons, le maintien des pêcheurs locaux dans une précarité à nulle pareille. À Maricha, voilà bientôt plus de 3 mois que ces pêcheurs qui n'ont que la pêche comme gagne-pain sont sans activité. À 48 ans, Ayabi Richard dirige l'association des pêcheurs du village. Cet après-midi, il fait un point de la dernière vente de poissons. On a fait une semaine, c'est 100 000 francs, on a vu. 100 000 francs là, on va lever 20 000 francs pour donner les femmes. Ils sont venus prendre la mer là, mais le plat qu'ils ont donné, 200 000, 300 000 pour aller pêcher, et ils ne pêchent pas là-bas. Et ils viennent jusqu'à 100 mètres, 50 mètres, ils pêchent. Maintenant, ils pêchent comme ça, ça nous fatigue. Le bruit des moteurs, là, qu'est-ce que ça fait comme ça là? Tous les poissons s'affilent, ça va. Outre la rareté des produits halieutiques due à plusieurs autres facteurs, Richard dénonce la destruction de leurs équipements de pêche par les chalutiers étrangers et plus précisément asiatiques qui descendent illégalement à 50 mètres sur les côtes de la ville de Grand Bassam. Selon l'ONG internationale Greenpeace, plus de 70% des bateaux de pêche présents en Afrique se trouvent au large des côtes ouest africaines. 40% des poissons y sont pêchés illégalement. Une perte énorme pour les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire où l'activité touristique occupe une place de choix. Nguessan Damouin est restaurateur depuis 17 ans à Grand Bassam. En maintes reprises, il a interpellé les autorités locales. Les riverains n'ont rien à manger. Ils viennent, ils puisent, ils s'en vont. Ils donnent quoi à qui? Aujourd'hui, comme Damouin, plusieurs hôteliers subissent le coup. La ville de Grand Bassam n'est pas un cas isolé en la matière. À chaque ville, à 60 km d'Abidjan dans le village d'Agrou, même son des cloches. Le secteur de la pêche est sinistré. La seule poissonnerie du village reste hermétiquement fermée. Je dis aux autorités de venir en aide aux jeunes
aux populations concernant l'activité de la pêche. En 2019, un bateau non identifié a échoué au large du village. Albert fut le premier témoin sur les lieux. J'ai vu un bateau qui était au large où les occupants criaient au secours. Si ces habitants jadis friands de poissons frais sont contraints de consommer des poissons congelés importés, c'est la faute, disent-ils, aux nombreux bateaux étrangers qui raclent tous les poissons dans leurs eaux. Pourquoi ces chalutiers asiatiques s'intéressent-ils aux côtes ouest africaines, précisément celles de la Côte d'Ivoire, comme le stipule le rapport de l'analyse mondiale sur la tendance dans le secteur du poisson 2017? Les navires asiatiques prennent d'assaut les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, généralement dépourvus de moyens de surveillance de leurs eaux territoriales. À Grand Bérébi, ville balnéaire située à 400 km d'Abidjan, les agents de la police maritime, brigade chargée de la surveillance des côtes, se battent avec les moyens du bord. Mais leur seule volonté ne suffit pas. Là, d'abord. Bon, vous allez partir tout à l'heure en mer. Cette nuit, les hommes du lieutenant Guivet font leur première sortie en mer avec l'unique navette de la région qu'ils ont nouvellement acquis 15 jours avant notre passage, et ce, après une dizaine d'années d'attente. Les gens pêchent et très souvent, on ne sait pas pourquoi ils viennent ici. Et la plupart même n'ont pas de papier. Attention. Mais ce soir, pour des raisons d'insuffisance de carburant, l'équipage n'ira pas au-delà de 20 mètres de la berge, bien qu'elle soit consciente de l'ampleur du phénomène. Les conséquences de la pêche illégale, en plus d'être économiques et écologiques, elles sont sociales. Selon Greenpeace, la pratique coûterait chaque année à l'Afrique de l'Ouest plus de 1100 milliards de francs CFA. De retour à Abidjan, nous nous intéressons au processus de délivrance des licences de pêche. Ce fameux sésame est l'objet de toutes les convoitises. Le principal syndicat des marins pêcheurs, Simapessi, fort de 7000 membres, en dénonce la délivrance. Des bateaux de type industriel ont des licences de pêche artisanale. Et bon là, ça relève de d'autres compétences. Dans nos investigations, nous avons pu obtenir une attestation d'assurance pour un navire. Elle date du 29 juillet 2020. Il est inscrit ce qui suit. Nous certifions que le navire Hailong est titulaire d'un contrat d'assurance corps de navire de pêche artisanale pour une période allant du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021 à minuit sous le numéro de police 20 873. Jusque-là, tout a l'air de bien aller, sauf que sur la fiche technique du navire, il s'agit plutôt d'un chalutier, c'est-à-dire un bateau industriel. Comment un chalutier peut-il obtenir une licence de pêche artisanale? Pourtant, la réglementation le proscrit. Tout ça, ça fait partie de la pêche illégale. Les fausses déclarations, les transbordements en mer, c'est illégal et donc ça fait partie des pratiques de pêche INN que nous combattons. À l'instar de la Côte d'Ivoire, plusieurs pays de la région ploient sous le joug des bateaux pirates. Ce sont environ 400 navires étrangers qui réalisent des prises annuelles qui s'élèvent à 260 milliards de francs CFA. La plupart de ces bateaux qui viennent dans nos eaux prélèvent pratiquement le tiers de nos stocks. Le tiers de nos stocks, parce que c'est des bateaux qui sont vraiment bien équipés et c'est généralement des bateaux asiatiques qui viennent commettre ces dégâts-là. Assis sur une pirogue renversée, comme pour dire que l'activité de la pêche joue sa survie, Ayabi Richard scrute l'horizon. Un regard perdu dans le vide qui traduit l'impuissance de toute une communauté. Si rien n'est fait, le pire serait inévitable. Les paysages lagunaires, un atout pour le tourisme ivoirien. Dans le reportage qui va suivre, découvrons ensemble la beauté et la magie de deux cités balnéaires, notamment Bergerville et Jacquesville. C'est avec Patricia Etia. Paisible station balnéaire située à 60 km à l'ouest d'Abidjan, Jacquesville est une ville au charme discret avec ses différents sites touristiques. L'un des sites qui a retenu notre attention est la presqu'île du Christ de Jacquesville. Le spectacle à lui tout seul efface tous les déboires du parcours. Le mélange des couleurs qui se reflètent sur la lagune, le balai des pêcheurs qui rentrent de leur expédition vous donne l'impression d'être dans un autre monde. Le calme, la beauté de la nature, la lagune, une décoration simple, sobre et relaxante. Son nom n'est pas fortuit. Pour la petite histoire, la presqu'île a été découverte par un pasteur et sa femme lors d'une mission d'évangélisation dans la région.
au départ, c'était des palmiers sauvages, des arbres, des grands arbres, des herbes, et puis beaucoup de bas-fonds. Nous avons fait beaucoup de remblayages. Et petit à petit, nous avons construit ce que vous voyez là. Ça fait 15 ans que nous sommes là. Nous avons aussi des bungalows en matériaux locaux. Après Jacquesville, nous retournons sur Abidjan pour découvrir un autre site touristique dans la commune de Bingerville. Le domaine Bini Lagune est un site d'écotourisme. Il faut affronter une pente abrupte à travers les bois pour se retrouver nez à nez avec une lagune splendide. La vue à l'arrivée nous a fait oublier la souffrance endurée. En effet, le domaine Bini Lagune est situé dans une cuvette au bord de la lagune Adjien. Cette lagune, qui a toutes les caractéristiques d'un lac, a une particularité, sa propreté. Un accueil chaleureux, un endroit paisible et préservé, un site naturel qui accueille des visiteurs chaque week-end. Je suis venue voir mon amie. Elle a voulu me faire découvrir un peu. Je trouve l'endroit juste magnifique. Vraiment, il y a des choses à faire. Je parle en termes d'activité. Puis ça valorise aussi le patrimoine du pays aussi. Je trouve que c'est pas mal. Cet endroit fait partie des domaines créés par un des pionniers de l'écotourisme en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, qui œuvre au développement touristique de son pays tout en valorisant son patrimoine naturel et culturel. Un tout autre sujet à présent, le tambour parleur du peuple tchaman, bientôt de retour en Côte d'Ivoire, parce que la France, on le sait, s'est engagée récemment à restituer les biens culturels africains pillés pendant la colonisation. En Côte d'Ivoire, donc, le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle prépare activement la réception de cet objet volé en 1916. Les précisions de Serge Collier. Le peuple Akan a longtemps invoqué les manes des ancêtres pour le retour du Djidji Ayekwe. Le tambour parleur des villages tchamans et principalement Biyan a été confisqué en 1916 par le colonisateur. Il est conservé plus de 100 ans après au musée du Quai Branly en France. Plus pour longtemps, car il va bientôt retrouver ses terres d'origine. En son temps, ce tambour permettait de porter l'information dans un rayon de 12 km. Oui. Dès qu'il y avait une information, il y avait un message urgent, le tam-tam parleur annonçait l'événement et il y a des sachants dans chaque village qui arrivaient à décrypter l'information. Mais aujourd'hui, tout le peuple est mobilisé pour le retour de ce tam-tam. Le Djidji Ayekwe est le premier objet d'une liste de 148 biens du patrimoine culturel ivoirien dont la restitution est un acquis. Le gouvernement ivoirien entend prendre toutes les dispositions pour réussir le transfert du mythique outil de communication des peuples Akan. La procédure officielle, culturelle, technique et administrative de retour du Djidji Ayekwe, placée sous la haute autorité du chef de l'État, sera inclusive et associera tous les fils et filles Akan, l'ensemble des Ivoiriens et toutes les communautés vivant dans notre beau pays. Oui, l'État de Côte d'Ivoire entend faire du retour du Djidji Ayekwe une fête culturelle très populaire. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, les experts et spécialistes, ainsi que la communauté tchaman, prépare activement ce jour historique. Attention, le coronavirus est toujours nocif, alors faisons-nous vacciner et respectons fidèlement les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 162 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre actuellement 79 435 cas confirmés de coronavirus, 75 298 personnes guéries, 763 décès et 3 374 cas actifs.
Direction Adaou, dans la région sud-est du pays. Cette localité bénéficie désormais d'un château d'eau et d'une nouvelle route la reliant au village de Agnéré-Kofikro. Ces deux infrastructures ont donc été inaugurées il y a quelques jours par le président du conseil régional du Hunzi, Lataï Kofi Nguessan. Les détails dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Nguessan Léontine fournit d'énormes efforts pour faire remonter l'eau de cette pompe à motricité humaine. Nous sommes à Adaou, village de la sous-préfecture d'Abidji, région d'Unzi. Léontine et les femmes du village dégagent beaucoup d'énergie chaque jour pour ravitailler les ménages en eau. Avec l'accroissement de la population, les deux pompes constamment en panne ne font plus l'affaire d'Adaou. C'est dur. Quand on va au champ pour travailler, puis on veut pomper l'eau là encore là. En tout cas, on souffre. Aujourd'hui, la corvée d'eau est un vieux souvenir à Adaou. Le village est équipé d'une HVA, hydraulique villageoise améliorée de grande capacité. L'infrastructure va servir le tout Adaou et les villages environnants. Il y a que l'eau est source de vie. Donc, quand le ministre Kofi Nguessan Lataï vient donner l'eau à Adaou, l'Adaou ne peut être qu'en joie. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Lataï Nguessan Kofi, a mis officiellement le château en marche. Lataï Kofi a également inauguré la voie reliant désormais les localités d'Adaou et de Agnéré-Kofikro long de 10 km. Des infrastructures pour améliorer le quotidien des populations. Et nos parents devraient pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, c'est le développement qui doit être notre leitmotiv. C'est pourquoi je voudrais encore une fois exprimer toute ma gratitude à son Excellence le président Alassane Ouattara. C'est un appel aussi que je lance à tous nos frères cadres de la région, à une solidarité, pour que nous soyons toujours à côté de nos parents, pour leur donner un peu de la joie. Pour Lataï Kofi, les ouvrages ont été réalisés parce que la Côte d'Ivoire vit la paix et la cohésion sociale. Quand il y a la paix et la cohésion sociale, les actions de développement suivent. Aujourd'hui, la région d'Unzi est véritablement embarquée dans le train du développement que conduit si bien le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Et je suis heureux de venir donner de l'eau potable à mes parents d'Adaou. Dans 10 mois, le village sera doté d'une maternité. Les travaux de construction sont lancés par le secrétaire d'État chargé du logement social. Depuis 2011, la région d'Unzi connaît un développement harmonieux avec de nombreuses réalisations. Adduction en eau potable, construction des centres de santé et d'écoles, électrification de la quasi-totalité des villages de la région. Toujours en Côte d'Ivoire, l'axe Séchi à Noumaba-Umbato, bientôt entièrement bitumé. Annonce faite par le député de Hara. Nguessan Aondion a visité récemment les populations de la commune de Anoumaba dans la région est du pays. Les précisions de Franck Quadio. L'année 2022 se présente sous de meilleurs auspices pour les populations de la région du Moronou. L'un de ses fils, Nguessan Aondion, était porteur de bonnes nouvelles lors de sa récente visite à Anoumaba. Je vous demande une ovation très nourrie pour le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Jérôme Hachi Patrick pour leur conduite très éclairée du navire Ivoire. Pour illustrer mes propos, je voudrais vous informer que ce qui était rumeur depuis un moment, la construction de la route de Séchi à Noumaba-Umbato sera bientôt une réalité. Les derniers dossiers sont bouclés et si Dieu le veut, dans la première semaine de ce mois de février, vous verrez les machines sur l'axe pour le début des travaux du bâtiment de cette voie. Nguessan Aondion a offert près de 3 millions de francs CFA aux populations et a promis offrir un tricycle à chacun des 13 villages que compte la commune d'Anoumaba, y compris la construction des centres culturels et un véhicule de commandement à la brigade de gendarmerie. Il a par ailleurs assuré les populations sur la mise en œuvre des projets de développement avec l'inauguration de certaines infrastructures.
Autre actualité nationale, la fondation Djigui, la Grande Espérance, va célébrer le 8 février prochain son 20e anniversaire. Au programme des festivités, des panels et un gala créé en décembre 2001, la fondation Djigui, la Grande Espérance, veut améliorer le bien-être des populations. Pour en parler, Franck Quadio. La fondation Djigui, la Grande Espérance, a 20 ans. Des festivités matérialisées du 8 au 11 février prochain. Face à la presse, à son siège, le moment de faire le bilan. 20 ans, c'est 21 projets mis en œuvre, dont 2 en cours actuellement. Et ces projets nous ont permis de mobiliser autour de 500 millions de francs CFA pour aider, assister et venir en secours aux populations vulnérables. Avec 1 500 000 bénéficiaires directs et indirects, et avec le partenariat de 15 structures nationales, qu'on appelle 15 partenaires locaux. La fondation Djigui la Grande Espérance, créée le 4 décembre 2001, s'axe sur le social et a pour cible les personnes et familles en difficulté. Nous sommes au service des populations vulnérables. Ces populations-là sont caractérisées par la difficulté, sont caractérisées également par le fait de n'avoir pas peut-être le minimum vital. Les familles vulnérables que nous prenons par exemple dans la commune d'Atekoubé, c'est la rentrée, c'est la prise en charge au niveau de la rentrée, c'est la prise en charge à certaines périodes de l'année. Des festivités marquant les 20 années d'existence, et cela s'exprime par un panel sur le thème de la résilience des organisations de protection des populations vulnérables dans un contexte de crise. Manifestations festives donc qui permettront de mettre en exergue le plan stratégique 2022-2026. La santé, la protection et la violence basée sur le genre, l'éducation et la famille, passant par la solidarité, la paix et la cohésion sociale, autant de domaines d'intervention liés aux activités de la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Alors, 4 rencontres disputées hier. Tout d'abord, le groupe B, match nul entre le Malawi et le Sénégal, 0 but partout. Et Zimbabwe 2, Guinée-Conakry 1. Les détails, Arsène Kwasi du service sport. Ça passe pour le Sénégal de justesse. Brouillon en première période et après avoir concédé un pénalty lors de la seconde période, mais refusé. Après consultation de la VAR, les Lions du Sénégal doivent se contenter du nul face au Malawi, 0-0, lors de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Un nul qui permet aux Lions de terminer en tête du groupe B avec 5 points et d'accéder en 8e de finale. De son côté, le Malawi devra attendre le verdict dans les autres poules pour savoir s'il fait partie des meilleurs 3e. Dans l'autre match, la Guinée s'est fait surprendre par le Zimbabwe 2-1. Malgré un but de Keita, juste après la pause, les Warriors avaient déjà fait le job en première période avec des buts signés Muzona à la 26e minute et Mahachi à la 32e minute. Malgré cette défaite, la Guinée occupe la 2e place avec 4 points. Intéressons-nous à présent aux rencontres dans le groupe C. Match nul entre le Gabon et le Maroc, 2 buts partout. Enfin, Comores 3, Ghana 2. Retrouvons les explications de Arsène Kwasi du service sport. Condamné à la victoire après le nul enregistré contre les Panthères du Gabon, le Ghana quitte la compétition après sa défaite concédée devant les îles Comores. Les Black Stars avaient pourtant bien démarré la rencontre, mais ce sont les Comoriens qui débloquent la situation avec l'ouverture du score signé El Fardou Ben. Un but matinal que les joueurs ghanéens tentent d'égaliser, mais l'excès d'engagement de leur capitaine André Ayew les oblige à terminer à 10-11. Dominateurs, les Comoriens profitent de cette supériorité numérique en seconde période pour faire le break à 2-0. Les Comores croient tenir la victoire, mais se font surprendre avec les buts de Richmond Boakit et Alexander Djikou. Loin d'être démotivés, les Comores se remettent dans le sens de la marche avec le but victorieux d'Ahmed Mogni. 3-2, score final. Les Comores réalisent une grosse sensation dans cette compétition, mais sont éliminés, tout comme le Ghana. Dans l'autre rencontre du groupe C, l'équipe du Gabon valide son billet pour les 8e de finale grâce à son match nul 2-2 face à un Maroc déjà qualifié.
Toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, le groupe D à l'affiche ce mercredi 19 janvier 2022. À noter le duel Guinée-Bissau-Nigeria à 19h GMT et Égypte-Soudan également prévu à 19h TU. En image, l'actualité en Sierra Leone pour terminer. Gracié récemment par le président Julius Maada Bio pour le meurtre d'un animateur, le célèbre magicien Ombeba Moafora, alias LAC, vient de voir sa libération totale révoquée. La présidence sierra-léonaise a en effet fait savoir le 17 janvier dernier qu'elle avait décidé de retirer sa grâce suite à une enquête. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI 1.